Ma belle-mère a dit aux infirmières de ne pas donner d'oxygène à mon bébé parce que, il avait l'air faible, et quand je l'ai découvert, j'ai juré qu'elle ne s'approcherait plus jamais de lui à moins de 3 mètres. Je m'appelle Mélissa, j'ai 29 ans, et je n'aurais jamais imaginé que la femme qui se disait grand-mère de mon enfant essaierait un jour de le laisser mourir. Quand j'ai rencontré Ryan, je pensais que sa famille était parfaite. Il était gentil, posé, le genre d'homme qui repasse ses chemises et appelle sa mère tous les dimanches. J'ai grandi dans le chaos de mère célibataire, petit appartement, aucune tradition, alors la famille m'a semblé sortir d'un film dans lequel j'étais entré par accident. Leur maison sentait le produit au citron et l'ordre. Patricia sa mère, était la réalisatrice de cette perfection. Elle possédait 3 salons de beauté autour de Seattle, conduisait une Lexus grise, et parlait comme si elle faisait la voix off d'une publicité pour l'autodiscipline. Le succès est une habitude, me disait-elle, un verre de chardonnay à la main. Et la faiblesse est contagieuse. À notre fête de fiançailles, elle m'a enlacé devant une 50aine d'invités, tout en perles et parfums, puis s'est penchée assez près pour que seul moi puisse entendre. Ne déçois pas mon fils. Il a l'habitude des femmes qui ont de la colonne vertébrale, pas des petites filles de banlieue. La salle a applaudi. J'ai souri pour donner le change. Mon estomac s'est tordu. Patricia a payé tout le mariage, ce qui voulait dire qu'elle en possédait chaque centimètre des roses importées jusqu'à la couleur des serviettes. Je voulais quelque chose de simple, dehors, peut-être sous des guirlandes lumineuses et des arbres. Elle a réservé la salle de bal du Four Seasons et a appelé ça un « compromis ». Ce n'est pas pour toi, chérie, a-t-elle dit en ajustant mon bouquet quelques minutes avant que je remonte l'allée. C'est pour le nom de la famille. C'était le mantra de Patricia, tout était pour « la famille ». Sa version de l'amour venait toujours emballée comme un cadeau de contrôle. Après le mariage, elle passait à l'improviste avec des échantillons de tissu pour les rideaux, des plans de repas qu'elle avait étudiés, ou des vitamines censées équilibrer la fertilité. Ryan trouvait ça attendrissant, elle veut juste aider, bébé. Mais l'aide n'était pas le bon mot. Surveillance, oui. Quand je suis tombée enceinte, j'ai cru que les choses changeraient peut-être. Ryan a pleuré quand nous avons vu l'échographie, ses grandes mains tremblant pendant qu'il murmurait « On va avoir un garçon ». Patricia, elle, n'a pas souri. Elle a fixé la photo comme si c'était un résultat d'examen auquel elle ne faisait pas confiance. « Tu es sûr que le bébé est bien celui de mon fils ?» a-t-elle dit sèchement. J'ai ri, attendant qu'elle rie aussi. Elle n'a pas ri. Ses lèvres ont à peine bougé, juste ce petit sourire poli et froid qu'elle portait comme une armure. Ryan a balayé ça plus tard, elle plaisante comme ça parfois, mais j'ai vu l'ombre de gêne dans ses yeux. Il savait qu'elle ne plaisantait pas. À partir de là, elle a traité ma grossesse comme un projet d'entreprise dont elle avait été chargée. Appels hebdomadaires sur mon alimentation. Visite surprise pour vérifier la chambre du bébé. Sa voix résonnant dans notre maison comme si elle inspectait un stock. Tu prends vite, a-t-elle dit un jour, sa main manucurée effleurant mon bras comme pour tester ma fermeté. Les femmes fortes gèrent la grossesse avec élégance, Mélissa. Et c'est le Pilate. Au repas de famille, elle portait des toasts à la prochaine génération du patrimoine, puis se tournait vers moi pour me demander si j'avais envisagé d'engager une vraie nounou, parce que, comme elle le rappelait, les jeunes mères sous-estiment souvent à quel point la maternité est difficile. Je me disais qu'elle était à l'ancienne. Autoritaire, oui, mais que ça venait peut-être de l'amour. Ryan disait, elle est fière de toi. C'est sa façon à elle. Mais chaque compliment avait un tranchant. Chaque « ma chérie » était suivi d'une correction. Un jour, elle a redécoré la chambre du bébé pendant que nous étions au travail, les murs bleu pâle remplacés par du crème, les étoiles que j'avais peintes à la main effacées. Trop enfantin, a-t-elle dit quand je suis resté planté là, sans voix. Un enfant a besoin de sophistication tôt. Ryan a essayé de temporiser. Maman, tu ne peux pas juste débarquer et tout changer. Je protège l'environnement de mon petit-fils, a-t-elle répondu calmement en sirotant son thé. Vous êtes jeune. Vous ne savez pas ce qui dure. C'était plus facile de me taire que de me disputer. Je me suis dit que je récupérerais mon espace après la naissance. Je ne savais pas qu'à ce stade, elle avait déjà décidé que c'était le sien. Quand j'étais à 7 mois, elle a convaincu Ryan de nous installer temporairement dans sa dépendance, jusqu'à la naissance. On nous l'a vendu comme une question de praticité, plus près de l'hôpital, plus de soutien. Mais le soutien est arrivé avec plus de surveillance. Elle savait quand je faisais la sieste, quand je mangeais, quand je marchais.
Elle alignait les vitamines prénatales comme des soldats à côté de mon assiette de petit déjeuner, et si l'une d'elles restait là, intacte, elle faisait une remarque au dîner. Une nuit, je me suis levé et je l'ai trouvée dans la cuisine à 2 heures du matin, en train de stériliser des biberons qu'on n'avait même pas encore sortis des cartons. Je n'arrive pas à dormir, a-t-elle dit sans lever les yeux. Je pense à quel point les nouveau-nés sont fragiles. Certaines mères ne sont tout simplement pas prêtes. C'est là que j'ai compris qu'elle ne me préparait pas à la maternité. Elle se préparait à la prendre. Pourtant, je me suis tu, pensant que la paix était le meilleur choix. Je me suis dit qu'elle s'adoucirait en tenant son petit-fils. Que tout ce contrôle n'était que la peur déguisée en sollicitude. Je ne savais pas encore que Patricia ne s'adoucissait pas, elle se durcissait. Le travail a commencé 3 semaines plus tôt que prévu, un matin gris qui sentait la pluie. Je me souviens des mains qui tremblaient de Ryan quand il préparait le sac pour l'hôpital, de sa voix qui se brisait en appelant Patricia pour lui dire. Elle a répondu, « Je vous retrouve là-bas. Ne faites rien de téméraire. » Comme si l'accouchement était un contrat à négocier. Le trajet jusqu'à l'hôpital de Bellevue est flou, rythmé par les contractions et la voix de Ryan qui murmurait, « Ça va aller, bébé, ça va aller. » Il était terrifié, mais il ne m'a pas lâché la main. Je me souviens avoir pensé à quel point j'étais chanceuse, que même si sa mère était impossible, au moins je l'avais lui. Le travail a été long. Des heures d'épuisement et de peur. À un moment, les moniteurs ont commencé à biper plus vite, le ton des infirmières est passé du routinier à l'urgent. Le cordon ombilical était enroulé autour du cou de notre bébé. Ses niveaux d'oxygène chutaient. Tout est devenu du bruit, les ordres du médecin, la voix brisée de Ryan, la ruée des gens autour de mon lit. Puis il y a eu le silence. Il est né trop immobile. Trop silencieux. Je ne pouvais pas bouger, même pas lever la tête. Je me souviens du médecin qui criait qu'il fallait aspirer, qu'il fallait de l'oxygène, et puis, la voix de Patricia qui a tout traversé, lisse et tranchante. Ne lui donnez pas d'oxygène. Tous les sons de la pièce ont semblé se suspendre. Même à travers le brouillard de l'anesthésie, j'ai senti mon corps se glacer. Il a l'air faible, a-t-elle poursuivi, d'un ton calme, presque clinique. S'il ne peut pas se battre tout seul, il ne devrait pas survivre. L'infirmière qui tenait le masque s'est figée. Le médecin a levé la tête, surpris. Et Ryan doux, gentil Ryan a explosé. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-il rugi en se plaçant entre elle et la table où notre fils était allongé. C'est mon fils. Tu n'as pas ton mot à dire. Patricia n'a pas scié. Ryan, a-t-elle dit, comme si elle réprimandait un enfant. Pense à long terme. Les enfants faibles épuisent les familles fortes. Tu es trop émotif, là. J'ai essayé de parler mais je n'ai pas pu. Mon corps était lourd à cause de la péridurale, les larmes coulaient en silence pendant que les moniteurs hurlaient autour de moi. J'ai vu Ryan repousser Patricia, pas violemment, mais assez pour briser son emprise invisible sur la pièce. Faites votre travail, a-t-il lancé au médecin. Aidez-le. Pendant les plus longues secondes de ma vie, personne n'a bougé. Puis une jeune infirmière, à peine plus de 20 ans, a pris la décision qui a sauvé mon enfant. Elle a posé le masque d'oxygène sur son minuscule visage. 1 seconde. 2. Puis un cri. Un son si brut qu'il a fendu l'air en deux. Un cri qui disait « Je suis là. Je suis vivant ». Ryan s'est effondré sur une chaise, sanglotant dans ses mains. Le médecin a souri de soulagement. Il respire. Battement du cœur fort. Il va bien. Patricia est restée dans le coin, pâle et furieuse. Elle ne m'a pas regardé, ni le bébé. Elle a seulement marmonné, « Vous faites une erreur », et elle est sortie. Pas de félicitations. Pas de joie. Juste un dégoût silencieux, comme si l'univers avait désobéi. J'ai tenu mon fils quelques heures plus tard, minuscule, rouge, parfait, et je n'ai pu penser qu'à sa voix. Cette phrase froide qui tournait dans ma tête comme une malédiction, s'il ne peut pas se battre, il ne devrait pas survivre. Quand les infirmières ont demandé pour les visites, j'ai dit personne sauf Ryan. Je ne voulais pas qu'elle l'approche. Mais le lendemain matin, elle était là de nouveau, debout derrière la vitre de la nurserie dans son tailleur impeccable, observant les rangées de berceaux. Elle regardait. Elle veut juste aider, a chuchoté Ryan en me sentant me raidir. Ses yeux étaient encore gonflés d'avoir pleuré. Elle ne le pensait pas comme ça. Elle a eu peur. Les gens qui ont peur ne parlent pas de lignée, ai-je répondu.
Il a soupiré. C'est ma mère, Mel. J'avais envie de hurler que sa maternité s'arrêtait là où commençait la mienne, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste regardé notre bébé, dormant paisiblement, et je me suis fait une promesse silencieuse, elle ne l'aurait jamais seule. Mais les promesses sont faciles à faire quand tu es encore dans un lit d'hôpital, entouré d'infirmières et de lumière. C'est plus difficile quand tu rentres à la maison et que la femme qui a failli laisser mourir ton fils t'accueille à la porte avec un gratin et te dit « Bienvenue à la maison, la famille ». Quand je me suis réveillé, le monde paraissait étrangement silencieux, comme si les murs de l'hôpital retenaient leur souffle. Ryan était assis à côté de moi, les mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. Il avait l'air différent, pâle, creusé, plus vieux. Je pensais qu'il n'avait pas dormi. Puis j'ai vu son regard, une sorte d'incrédulité transformée en horreur. « Mélissa » a-t-il dit doucement, comme s'il avait peur que je me casse. Maman a dit aux infirmières de ne pas l'aider. Au début, j'ai cru qu'il exagérait. Peut-être qu'elle avait dit quelque chose de cruel sous le coup de la panique. Peut-être qu'il avait mal entendu. Mais ensuite l'infirmière, la même qui avait sauvé notre fils, est entrée dans la chambre avec sa supérieure. « Nous devons vous montrer quelque chose » a-t-elle dit d'une voix tremblante. L'hôpital testait un nouveau protocole de sécurité, des micros de poitrine pour le personnel lors des accouchements à haut risque. Ils étaient censés protéger contre les accusations de faute professionnelle, mais ce jour-là, ils sont devenus la preuve de quelque chose de bien plus sombre. La responsable a lancé l'enregistrement. Mon cœur cognait à chaque seconde qui passait. Puis sa voix a rempli la pièce. Il a l'air faible. Laissez la nature faire. Pas d'hésitation. Pas de peur. Juste la certitude froide et posée de Patricia, comme si elle donnait des instructions dans l'un de ses salons. J'ai hurlé. Ce n'était même pas un choix, ce cri est sorti de moi, brut et animal. L'infirmière a sursauté, Ryan s'est remis à pleurer, et soudain la chambre est devenue chaotique. La sécurité est arrivée. La responsable a appelé l'administration de l'hôpital. Patricia, qui attendait dehors avec des fleurs et un air triomphant, s'est figée en les voyant venir vers elle. « Madame, a dit l'agent de sécurité, vous allez devoir nous suivre. »« Pardon » a-t-elle craché. « C'est un malentendu. » Mais l'infirmière a avancé, la voix plus assurée maintenant. « Non, madame. Vous êtes intervenue dans un acte médical. Vous nous avez dit de ne pas donner d'oxygène à un nouveau-né. » Les patients dans le couloir se sont retournés. Les téléphones se sont levés. Le visage de Patricia est passé de la confusion à la rage, puis au calcul. « J'étais inquiète » a-t-elle protesté. « Je pensais que le bébé souffrait. » Vous déformez mes propos. L'agent a pris son bras, doucement mais fermement. « Vous devez quitter les lieux, madame. » Pendant qu'on l'escortait le long du couloir, elle essayait encore de rester digne, le menton relevé, faisant semblant que tout ça était au-dessous d'elle. Mais pour une fois, les gens n'y croyaient pas. J'ai entendu les murmures se propager, c'est elle? La dame des salons? Quel genre de monstre dit ça? Le soir, l'hôpital avait déjà rédigé un rapport d'incident, interférence avec le traitement médical d'un nouveau-né, membre de la famille non employé. Des mots bureaucratiques pour quelque chose qui ressemblait à un passage de la Bible. Patricia a appelé Ryan le soir même depuis un numéro masqué. Il n'a pas répondu. Elle a laissé un message quand même, tu exagères. J'étais effrayé. Je ne pensais pas à mal. Ryan l'a écouté une fois, puis l'a supprimé. Le lendemain matin, il est allé au tribunal. Je veux déposer une demande d'ordonnance restrictive, a-t-il dit à la greffière. Contre ma mère. C'était irréel de le voir signer ces papiers, l'homme qui avait autrefois défendu chacune de ses remarques blessantes tremblait maintenant en traçant une ligne entre sa mère et son enfant. L'ordonnance interdisait à Patricia de s'approcher de moi ou de notre fils à moins de 60 mètres. Ça aurait dû être la fin de l'histoire. Mais Patricia n'était pas du genre à disparaître en silence. 2 jours plus tard, son nom a fait la une locale. Une de ses clientes, une femme qui tenait un blog de ragots, avait entendu l'histoire par la cousine d'une infirmière et l'avait publiée. En quelques heures, ça s'est répandu au-delà de Seattle. Une propriétaire de salon de coiffure a tenté de stopper la réanimation de son petit-fils. Le titre était violent. Les commentaires, pire encore. D'anciens employés ont parlé de son tempérament, des clientes ont raconté sa cruauté. L'une a écrit, un jour, elle m'a dit qu'elle ne croyait pas aux gens faibles, maintenant on sait ce qu'elle voulait dire. Le lendemain matin,
les journalistes étaient devant l'hôpital. Patricia a été photographiée en train de les traverser furieusement, lunettes de soleil sur le nez, chaque geste chargé de colère. Quand l'un d'eux lui a demandé si elle regrettait ce qu'elle avait dit, elle a répliqué « Les médias ne comprennent rien aux valeurs familiales ». Ryan a lu cette phrase à voix haute dans notre chambre et a laissé échapper un rire amer. Les valeurs familiales. C'est comme ça qu'elle appelle ça. Notre bébé, endormi entre nous, a bougé. J'ai regardé sa minuscule poitrine se soulever et s'abaisser et j'ai senti à la fois de la gratitude et de la terreur, gratitude parce qu'il était vivant, terreur parce que quelqu'un qui partageait son sang avait souhaité l'inverse. L'hôpital nous a proposé de porter plainte pour ingérence, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas de gros titres, je voulais la paix. Malgré ça, l'empire de Patricia a commencé à se fissurer sans que nous ayons à faire quoi que ce soit. En une semaine, 2 de ses salons ont perdu des employés clés. Des clientes ont annulé leur rendez-vous. Quelqu'un a fait fuiter l'enregistrement audio. Sa voix calme et cruelle est devenue virale. Il a l'air faible. Laissez la nature faire. Dans les commentaires, les gens écrivaient des choses comme « Cette femme ne devrait pas être près d'enfants ». D'autres se demandaient si elle n'avait pas fait pire auparavant. Ryan a essayé de rester stoïque, mais parfois je le surprenais assis dans la chambre de Léo, à le regarder dormir en murmurant « Je suis désolé ». Je lui disais « Tu n'as pas à t'excuser pour elle ». Il hochait la tête, mais je voyais bien qu'il n'y croyait pas encore. L'image parfaite de la famille avait explosé, et de ses fissures suintait la vérité. Patricia avait bâti son royaume sur les apparences, magazine glacé, gala de charité au champagne, et une marque qui vendait la force déguisée en sophistication. Mais les empires construits sur la peur se fissurent vite une fois que les gens voient ce qu'il y a dessous. Ça s'est passé presque du jour au lendemain. L'article avait à peine commencé à disparaître des gros titres que la première vague a frappé, ses coiffeurs sont partis. Pas un petit à petit, une vraie hémorragie. L'une après l'autre, les personnes postaient des messages discrets en ligne, fiers de repartir à zéro. Certaines personnes confondent cruauté et leadership. Les clientes ont suivi. Les rendez-vous ont été annulés. Les fauteuils sont restés vides. En quelques semaines, ces investisseurs se sont retirés aussi. Ils ne voulaient plus être associés à cette mauvaise publicité. Sa chaîne de salon, autrefois la fierté du centre-ville de Seattle, s'est transformée en ville fantôme de miroirs et de silence. Patricia a essayé de se battre. Elle a appelé tous les journalistes qu'elle avait jadis reçus lors de soirées de lancement, exigeant des rectifications, des interviews, du contexte. Rien n'est venu. Elle avait passé des années à cultiver une image de maîtrise, mais l'enregistrement de sa voix, cette phrase calme et impitoyable, avait tout défait. Il a l'air faible. Laissez la nature faire. On ne transforme pas ça en bonne publicité. Ryan a coupé tout contact pour de bon. Il a changé de numéro, bloqué ses mails, refusé de lire ses lettres. Ce n'est plus ma mère, a-t-il dit un soir en berçant Léo. J'ai voulu le croire, mais la tristesse dans sa voix disait autre chose. Pourtant, Patricia n'a pas renoncé. Elle a envoyé des cadeaux, toujours impersonnels, toujours chers. Un bracelet en diamant pour bébé. Un berceau peint à la main, importé d'Italie. Un chèque de $5000 libellé, à mon petit-fils, Léo. Chaque colis arrivait avec un mot parfaitement écrit, on m'a mal comprise. Je voulais seulement le meilleur pour lui. Un jour, vous verrez que j'avais raison. Nous avons tout renvoyé, sans les ouvrir. À la longue, elle a envoyé des choses plus petites, une couverture, un lion en peluche, une carte où il était juste écrit « J'ai prié pour lui ». J'ai déchiré celle-là en deux. Ma mère, qui était restée silencieuse pendant toute l'affaire, a fini par dire la phrase qui m'est restée. Une vraie grand-mère protège un enfant, m'a-t-elle dit en tenant Léo dans ses bras. Elle ne décide pas s'il mérite de vivre. Ces mots sont devenus mon armure. Le dernier acte de défi de Patricia a été un procès. Elle a prétendu qu'on l'avait diffamée par l'hôpital, par l'infirmière, par Internet. Elle disait que l'enregistrement avait été sorti de son contexte, qu'elle donnait un avis médical. Mais le rapport d'incident, les témoignages et l'enregistrement brut étaient irréfutables. Le juge a rejeté l'affaire en quelques minutes. Le jour où la décision est tombée, Ryan était assis à la table de la cuisine et a murmuré « C'est fini. Elle est finie. » Et elle l'était. Ses salons sont partis en liquidation. La Lexus a été vendue. La grande maison de Queen Anne a été mise sur le marché à la moitié de sa valeur.
Ce qu'il appelait autrefois Patricia la puissante chuchotait désormais, la femme qui a voulu laisser mourir son petit-fils. Même ses plus vieilles amies, celles qui déjeunaient avec elle au club privé, ont disparu. Une ancienne employée a posté anonymement sur Reddit, bien sûr, elle disait souvent que la faiblesse est contagieuse. On dirait que le karma l'est aussi. 6 mois plus tard, son nom est apparu une dernière fois dans un petit article local, et Beauty Group officiellement dissous. Pas de photos, pas de citation. Juste une ligne sur un déclin financier après la controverse. Je l'ai lu 2 fois et je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni victoire. Simplement ce silence qui suit les tempêtes. Ryan n'a plus jamais prononcé son nom. Parfois, en regardant Léo dormir, je voyais une ombre de chagrin traverser son visage, pas pour elle, mais pour l'image d'elle à laquelle il avait cru. Quant à Patricia, la dernière chose qu'on a apprise, c'est qu'elle avait vendu sa maison et déménagé dans une location en périphérie de Tacoma. Seule. Sans personnel, sans salon, sans amis. La même femme qui prêchait la force à tout le monde vivait désormais derrière des rideaux tirés, survivant sur les restes d'une réputation qu'elle avait elle-même détruite. D'une certaine façon, elle avait enfin obtenu ce qu'elle avait toujours voulu, le contrôle. Sauf que cette fois, elle ne possédait sur absolument rien. 3 ans ont passé depuis cette nuit-là, la nuit où notre monde s'est fendu et nous a montré qui était vraiment Patricia Hay. Léo a 3 ans maintenant. Brillant, curieux, terriblement vivant, un tourbillon de mouvements, de bruit et de rire. C'est le genre d'enfant qui court avant de marcher, qui grimpe sur chaque meuble comme si c'était une montagne faite pour lui. Chaque respiration qu'il prend me semble un petit miracle, que je ne prends jamais pour acquise. Parfois, quand il dort, je me surprends à suivre du doigt la petite marque sur son cou où le cordon s'était resserré, un fantôme de ce qui aurait pu arriver. Patricia vit quelque part à Tacoma aujourd'hui. Un appartement de 2 pièces sur un parking gris, d'après les registres publics. Elle envoie des lettres tous les quelques mois, toujours avec cette écriture parfaite, celle d'une femme qui croit encore que le monde doit tourner autour d'elle. C'est toujours la même chose, vous me manquez. On m'a mal jugé. Un jour, Léo voudra me connaître. Pas une seule fois, dans toutes ces pages, elle n'a écrit le mot pardon. Nous ne répondons jamais. Les enveloppes s'empilent dans un tiroir que je n'ouvre pas, pour le jour où Léo demandera pourquoi il n'a jamais rencontré sa grand-mère. Je lui montrerai alors non pas pour le remplir de haine, mais pour lui apprendre à quoi ressemble le mal quand il se déguise en famille. Ryan a changé lui aussi. Il a quitté son travail en entreprise 1 an après la naissance de Léo. Il a dit qu'il en avait assez de réparer des tableaux Excel pour des gens qui mesurent la valeur en dollars. Maintenant, il travaille dans un centre de soutien aux familles, aidant les parents à gérer leur traumatisme, surtout les pères qui ont vécu un accouchement en urgence. Il leur dit, vous êtes plus forts que vous ne le pensez. Parfois, survivre, c'est juste refuser de lâcher. Chaque fois qu'il prononce ces mots, je revois l'homme qui a hurlé sur sa mère pour qu'on sauve notre fils, et je comprends qu'il a trouvé son but dans les cendres qu'elle a laissées. Notre vie est simple aujourd'hui. Le dimanche, on fait des pancakes. Léo insiste pour mélanger la pâte, ses petites mains couvertes de farine. Ryan passe des vieux vinyles pendant que je cours après Léo dans la cuisine en faisant semblant d'être un monstre. La maison sent la vanille et la sécurité. Il y a des rires dans chaque coin. Et pourtant, parfois, quand Léo construit ses tours de cubes, je le regarde et je pense, et si cette infirmière avait écouté Patricia? Cette pensée tombe comme de la glace à chaque fois. Parce que dans un autre monde, une seconde d'hésitation aurait tout arrêté. Une décision silencieuse d'obéir plutôt que de questionner. Le mal ne vient pas toujours en hurlant. Parfois, il porte des perles, sourit et se fait appeler famille. Patricia m'a dit un jour, il n'y a pas de gens faibles dans notre famille. Je pensais qu'elle parlait de force de caractère, de discipline, d'endurance. Maintenant, je sais qu'elle voulait dire tout autre chose, l'absence de compassion. Le refus de s'en soucier. C'était ça, sa définition de la force, le contrôle sans l'amour. La mienne est différente. La véritable force, c'est protéger ton enfant même quand ta voix tremble. C'est se dresser contre le pouvoir, contre l'héritage, contre le sang et dire, plus jamais. Il y a quelques mois, j'ai croisé Patricia au parc. C'était un hasard ou peut-être le destin qui me testait. Je poussais Léo sur les balançoires quand j'ai remarqué une silhouette familière près d'un banc. Même de loin, j'ai reconnu la posture parfaite, le manteau clair, cette aura de supériorité discrète qui n'avait pas disparu avec le temps. Elle nous a vus, elle aussi. Pendant une seconde, son expression s'est adoucie,
presque humaine. Elle a fait un pas hésitant vers nous. C'est là que Ryan est apparu à mes côtés, la main fermement posée sur la poussette. Il n'a rien dit, n'a pas haussé le ton. Il l'a juste regardée et elle s'est arrêtée. Nous savions tous que l'ordonnance restrictive avait expiré, mais notre limite, elle, non. Elle a tourné les talons et est retournée vers sa voiture, ses talons claquant sur le béton comme le tic-tac d'une horloge enfin à court de temps. Léo n'a rien remarqué. Il était trop occupé à rire, les mains tendues vers le ciel. Ce soir-là, après l'avoir couchée, Ryan m'a demandé « Tu crois qu'elle comprendra un jour ce qu'elle a fait ?» Non, ai-je répondu. Certaines personnes confondent la cruauté avec le destin. Tu ne peux rien leur apprendre. On est resté assis en silence, à écouter Léo respirer dans le babyphone, ce rythme régulier qui avait failli disparaître autrefois. J'ai repensé à la voix de Patricia, dans cette salle d'accouchement calme, autoritaire, définitive. Et à l'infirmière qui lui a désobéi, qui a choisi la compassion plutôt que l'autorité. Ce choix est la seule raison pour laquelle mon fils existe. Alors je tiens ma promesse, celle que j'ai faite au moment où Léo a pleuré pour la première fois, son petit corps tremblant dans mes bras. Je la lui ai murmuré, et je la pense toujours aujourd'hui. Elle ne s'approchera plus jamais à moins de 3 mètres de lui. Et j'ai tenu cette promesse. Parce que parfois, l'amour n'est pas doux. C'est une frontière gravée dans la pierre. C'est une mère qui se tient entre son enfant et le monde, en murmurant, pas aujourd'hui. Plus jamais.